Donc, bonjour à tous, Adeline Gorichon donc, de la Chambre de métiers Occitanie. Donc, déjà, nous tenons à vous remercier pour votre participation à ce premier webinaire donc 2025 dans le cadre des experts du mardi. Alors cette année, ils n'auront pas lieu chaque mardi, mais donc une fois par mois sur des thématiques aussi très larges. Donc le prochain sera donc sur le storytelling notamment. On vous en dira un peu plus à la fin de ce webinaire. Donc nous allons voyager, faire le tour d'Europe des marchés e-commerce porteurs avec une présentation des différentes zones et ses spécificités sur la fiscalité de l'Union européenne et les procédures aussi douanières dans les pays tiers de l'Europe. Ce webinaire donc, est co-organisé partenariat avec Ad-Hoc pour la semaine du e-commerce. Donc, il y a un certain nombre de thématiques et de webinaires donc, proposés demain et après-demain sur le e-commerce. Donc, je vais vous envoyer directement le lien que je rajoute donc, à la session. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, ce n'est pas trop tard. Est-ce que vous le voyez? Je crois que oui. Donc, par rapport aux intervenants, donc, je peux accueillir aujourd'hui Julie Boudon, qui est Bonjour. chargée de mission export, Séverine Bouet Bonjour. et Valentin Pinto de la Bonjour. Direction régionale des douanes et Gaël Lechevestrier de la partie finances publiques. Bonjour. Donc, ce webinaire est enregistré, pardon. Il sera donc en replay pour que vous puissiez donc le revisionner. Ce webinaire aussi se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On s'arrêtera aussi en fonction des thématiques qui seront abordées. Et puis, bon webinaire. Je laisse la parole maintenant à Julie Boudon qui va s'occuper donc de l'introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, juste en introduction, on voulait vous rappeler le contexte. En fait, le e-commerce est un circuit qui est en pleine mutation, qui évolue très vite, surtout suite au Covid. Donc, il est très difficile, en fait, de trouver des études et des données chiffrées 2024-2025. Donc, on vous a fait un condensé, on a fait des recherches sur Internet, on a croisé des données chiffrées pour essayer de trouver les données les plus justes possibles. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler le contexte. En ce qui concerne la typologie des sites de e-commerce, juste pour rappel, les différentes typologies pour un site de e-commerce. Soit c'est une enseigne de distribution traditionnelle généraliste de produits alimentaires ou autres spécialisés, qui a une enseigne physique, donc qui a des points de vente et qui a développé une activité en ligne pour compléter cette offre. Soit ce sont des pure players, donc ils sont en 100% digital, donc ils achètent et distribuent la marchandise uniquement en ligne. Soit il y a des marketplaces. Donc la marketplace, elle, c'est 100% digital et ça met en relation des vendeurs et des acheteurs sans acheter la marchandise. Mais il peut y avoir des fois des services de stockage ou de livraison qui peuvent être apportés aux vendeurs. Et ensuite, dernier cas particulier, les enseignes aussi peuvent cumuler plusieurs activités. Par exemple, Amazon est une marketplace, mais elle est aussi un pure player quand elle achète de la marchandise. Et elle a aussi des enseignes de distribution, par exemple avec Whole Foods. Voilà, c'était pour vous remettre sur le cadre sur les typologies. Pour commencer, donc, on va vous donner quelques chiffres clés sur le e-commerce en Europe. Donc, le e-commerce en Europe, ça représente 887 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça a connu une croissance de 3% en 2023 par rapport à en 2022 au niveau européen. Actuellement, en 2024, le e-commerce représente 16% du commerce de détail. Donc, dans la diversification des circuits de distribution, ça a pris une part de plus en plus importante. 71% des consommateurs européens achètent en ligne aujourd'hui et 33% des achats se font en cross-border au sein de l'Union européenne. On nous a également mis donc le e-commerce et sa progression au niveau mondial, juste pour vous montrer le focus sur l'Est et l'Ouest de l'Europe, avec sur l'Europe de l'Est une très grosse progression du e-commerce à plus de 40%,
et Europe de l'Ouest, une progression 11%. Donc cette progression de 40% sur l'Europe de l'Est s'explique par le contexte évidemment géopolitique et aussi par l'amélioration de la présence d'Internet dans ces pays-là. Là, vous avez les e-shoppers par région. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, sur l'Europe du Nord, vous avez 83% de la population qui fait des achats en ligne. Sur l'Europe de l'Ouest, 82%. Europe centrale, 70%. Europe de l'Est, 53%. Et Europe du Sud, 59%. C'est pour ça que ces zones-là, Italie et Espagne, évidemment, font des performances exceptionnelles en 2023 avec 14% de croissance. Et sur l'Europe de l'Est également, avec un 15% de taux de croissance, notamment en Pologne, où la digitalisation des entreprises progresse rapidement comparé aux autres pays. Là, on vous a mis le comportement d'achat en e-commerce. Donc, sur 2023, en fait, chaque acheteur, chaque personne qui va sur Internet, on leur a demandé dans les 3 mois quel type d'achat ils avaient effectué. Donc là, on vous a mis un focus pour les produits de grande consommation avec les cosmétiques, produits de beauté, produits de bien-être qui représentent 28% des achats, les compléments alimentaires 22% et les boissons et la nourriture, l'alimentation 17%. Évidemment, vous voyez que les principaux achats sont quand même sur tout ce qui est mode, accessoires, multimédia, etc. Donc, c'est les plus grosses parts de marché. Donc, ça vous permet déjà par catégorie de produits de voir la typologie. Ensuite, il y a un focus ici sur la catégorie mixte, sur les principaux pays européens, où vous voyez sur la partie donc PGC, donc qui est plutôt en rose sur cette partie, avec l'alimentation, les boissons, les produits de beauté, etc. Donc, ce sont des segments qui sont ici en rose, avec à chaque fois des fortes progressions par pays, majoritairement, comparé à d'autres catégories qui sont plutôt les premiers produits d'achat, mais qui baissent en progression. Pour vous remettre dans le contexte, donc il faut savoir qu'il y a énormément de sites e-commerce par pays, mais on vous a quand même mis le top 5 par pays. Il faut savoir à chaque fois, vous voyez, Amazon est pratiquement premier dans chaque pays. On voit également la présence de eBay, de Temu, voilà, de toutes ces marketplaces chinoises, avec des particularités par pays. Par exemple, sur les Pays-Bas, donc le premier est Bol parce que c'est une plateforme e-commerce hollandaise et donc mais quand même qui en baisse un peu avec Zalando, Temu, avec voilà la montée des plateformes chinoises. L'exception française également avec Amazon en premier et Leclerc en deuxième, parce qu'il faut savoir qu'en France le Drive fait partie du e-commerce et on est un des seuls pays européens à avoir ce circuit aussi développé sur le Drive avec donc la présence de Leclerc. Et ensuite, vous avez tout ce qui est Vinted, seconde main, etc., Carrefour, Ikea, etc. Voilà. Donc voilà, là, vous avez le top 5 qui font les plus gros chiffres d'affaires par pays. Alors pour 2025, on vous a mis aussi les meilleures niches e-commerce à potentiel. Donc on a en premier lieu les produits durables et écologiques. On sait qu'aussi la demande de ces produits respectueux de l'environnement continue à croître. Donc, les consommateurs recherchent des marques qui soutiennent des pratiques durables. La santé et le bien-être qui augmentent aussi. Donc, les produits, tout ce qui est lié au bien-être, aux équipements de fitness, méditation, sont en pleine expansion. Les technologies portables aussi. Les montres intelligentes, les trackers santé gagnent en popularité. Donc, toutes les nouvelles fonctionnalités et innovations. Les niches aussi ultra personnalisées, une tendance qui ne disparaîtra pas, je pense, qui va plutôt se développer. Donc, notamment pour tout ce qui est cosmétique, choisir des rouges à lèvres qui correspondent à la carnation de sa peau ou alors même de la céramique qui peuvent être rouge, bleu, blanc en fonction des goûts de chacun. Et l'alimentation alternative pour les produits donc végétaliens, sans gluten,
Donc, sont des niches aussi prometteuses dans l'avenir et pour cette année 2025. Par rapport aux prospectives et challenges, donc selon le cabinet de recherche Conseil Forrester, donc les ventes européennes d'e-commerce vont dépasser les 565 milliards d'euros d'ici 2029. Donc, c'est un marché où il faut être présent. Il faut absolument que vous, entreprises, vous vous formiez à ce e-commerce, que vous faites appel aussi à des prestataires si vous pouvez pour développer cette activité. C'est très important dans l'avenir. Donc, les ventes en ligne devraient croître de 7,8% par an. Donc, ça va représenter près de 21% de toutes les ventes de détail sur les marchés d'ici 2029. Donc, tous les indicateurs aussi sont au vert pour le marché de l'e-food, qui n'était pas actif il y a quelques années, mais qui va prendre de l'ampleur aussi ces prochaines années. Donc, les marchés d'e-food devraient se multiplier et le commerce alimentaire ne restera pas un marché de niche. Donc, il y a aussi quelque chose aussi à faire sur le e-food. Et puis, bien évidemment, le secteur du commerce en ligne ne pourra pas passer outre les questions environnementales. Donc, il faudra aussi que ces plateformes e-commerce évoluent et l'internaute va aspirer davantage à de transparence et de respect et de confiance sur ces différents sites e-commerce et marketplace. Voilà pour l'introduction. Donc maintenant, on va passer sur le panorama des marchés e-commerce porteurs en Europe. Donc, on va voir plusieurs pays ou plusieurs zones. Et je laisse la parole à Julie. Donc juste, donc on va vous présenter à chaque fois les tendances par pays. On voulait juste vous rappeler que on vous a fait une approche du marché et ensuite on vous a mis une liste non exhaustive de sites et de plateformes e-commerce par pays. On est parti du principe que ces plateformes, en fait, on vous a mis celles qui sont domiciliées dans le pays cité. Donc, on vous a pas mis les plateformes européennes à chaque fois. Et on n'a pas mis non plus les gros, parce qu'on est parti du principe que vous les connaissiez. On en a mis quelques-uns pour information, mais on n'a pas. Donc, ne vous étonnez pas si les plus gros ne sont pas cités. Voilà, c'est vraiment un titre d'exemple. Et à chaque fois, on vous a fait un tableau avec la cible et une petite présentation. De toute façon, on va passer dessus et n'hésitez pas après quand vous recevrez la présentation de bien regarder tout ça. Juste, les points clés pour choisir la bonne plateforme. N'oubliez pas, donc, de chaque fois que vous ciblez une plateforme de e-commerce, regardez le public des acheteurs du site pour savoir si c'est adapté à vos produits, quels sont les âges des acheteurs, les habitudes de consommation, les préférences, voir si ça correspond à votre gamme de produits, au positionnement de vos produits. Il faut la choisir aussi selon votre catégorie de produits. Donc, il faut que ce soit vraiment adapté à votre secteur, sinon vos produits ne ressortiront pas. Quand il s'agit de marketplace, comparez aussi les coûts d'inscription, les coûts de vente et les options logistiques, parce qu'il y a des frais et des commissions qui sont prises sur les ventes. Vérifiez aussi s'il y a des solutions de stockage et de livraison ou si vous devez livrer en direct. Et surtout, analysez la saturation du marché par rapport à vos produits et faites une bonne analyse de la concurrence en comparant les différents sites. Donc, tout d'abord, l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, en 2023, a enregistré un chiffre d'affaires de 92 milliards d'euros sur la partie B2C. Donc, c'est un marché qui continue à croître de manière significative et son taux de croissance en 2024 est estimé à 8%. Les secteurs qui dominent sont l'électronique, la mode et les produits de beauté et les produits de santé. Mais on voit également les produits de consommation courante qui progressent, surtout sur l'alimentation, avec une expansion significative, ce qui correspond aux perspectives d'ici 5 ans. Sur le profil du consommateur, donc le consommateur allemand est toujours bien informé et exigeant, attache une grande importance à la qualité du produit et à l'origine du produit. À chaque fois, ils font des recherches comparatives avant de prendre leur décision d'achat. Ça veut dire qu'il faut vraiment détailler les produits, il faut vraiment avoir des avis clients positifs et si vous êtes en propre, avoir des politiques de retour claires.
La particularité du consommateur allemand, c'est qu'il a une forte appétence pour les produits bio. Donc, il y a beaucoup de sites e-commerce, quand ils proposent en fait des produits bio, ils affichent le logo bio européen comme un label. Donc, ils certifient d'avoir des produits bio dans leur offre. Donc, par rapport aux produits français, c'est quand même une belle opportunité. Et il faut savoir que l'Allemagne est la 4e place de destination des commerçants français. Donc là, voilà, on vous a mis, à titre d'exemple, à chaque fois un tableau avec, par exemple, Wine in Black pour les vins, Avocado Store, alimentaire, cosmétique, bien-être. On vous a mis, quand on a les informations, le nombre de références, le nombre de visites, comment ça fonctionne, etc. Donc, on vous laissera regarder ça dans un second temps. Donc, on a essayé de faire sur toutes les catégories de produits pour que chacun y trouve un exemple. Sur la partie Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni se positionne comme un des leaders mondiaux du commerce en ligne. En fait, il représente 4,8% des ventes mondiales. Donc, ils sont 3e après la Chine et les États-Unis. Donc, c'est un marché global qui est à 280 milliards de dollars et qui doit atteindre, d'ici 2029, 750 milliards. Donc, ça veut dire qu'ils vont tripler le chiffre d'affaires du e-commerce. Sur la partie alimentaire, ce chiffre d'affaires est de 31 milliards, sachant que 50% des consommateurs ont acheté des produits alimentaires en ligne contre 35 en 2019. Donc, ça montre bien sur la tendance e-food, ça s'est passé de 35% à 51% en 4 ans, ce qui est énorme, et cette marge continue. Donc, le Royaume-Uni, c'est le premier pays européen pour la vente des produits en ligne, de produits alimentaires. Sur le profit du consommateur, il faut savoir que les Anglais consacrent en moyenne 8,8% de leurs revenus aux achats en ligne, ce qui est supérieur aux États-Unis qui est à 4,3% ou la France qui est à 4,3%. La particularité aussi, c'est qu'il y a 11% des Britanniques qui font l'intégralité de leurs courses en ligne, toutes catégories de produits, y compris les produits alimentaires. Donc, ils ne se déplacent jamais dans un magasin. Ils sont très exigeants sur les prix, par contre, et ils ont une préférence pour une livraison rapide et fiable. Les opportunités, donc une belle opportunité là au niveau mondial, surtout pour le positionnement des vins français. L'anglais recherche recherche la qualité, consommer moins mais mieux, avec des vins français comme valeur sûre. Très important aussi, le storytelling est crucial. Il faut vraiment faire la différence, raconter son histoire, raconter l'histoire de l'entreprise. Là, c'est l'exemple du vin, mais c'est vraiment pour la totalité des produits. Donc, c'est en lien avec le prochain webinaire organisé. Et dernier point sur cette thématique, la mixologie qui est très dynamique avec les spiritueux sans alcool, les rhums et les liqueurs qui sont toujours en croissance. Là également, donc, on vous a mis à titre d'exemple plusieurs sites de e-commerce avec évidemment le numéro 1 Ocado qui est un 100% player. Vous avez des sites de vin. Vous avez également des sites de produits agroalimentaires ou des sites vous avez toutes les catégories de produits ou alors des chaînes de supermarchés qui ont développé également une activité de e-commerce. Troisième pays, la Belgique. Donc là, on est sur un plus petit marché avec un chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros et une croissance à plus de 10%. Sur ces 16 milliards d'euros, il faut savoir que 10 milliards d'euros sont faits par des vendeurs belges, donc des sites de e-commerce belges, et 5% sur des vendeurs étrangers français et hollandais dans la majorité des cas. Donc en fait, la Belgique est un petit pays et en fait, ils font souvent appel aussi aux plateformes de e-commerce des pays voisins. Avec une croissance de 8% qui est prévue en 2025, donc, les Belges continuent à augmenter et contribuent au taux de croissance mondiale de 9,7% en 2025. Les secteurs les plus importants sont les loisirs, avec plus de 26%, l'électronique 21%, la mode avec 17,6%, meubles, articles ménagers 11%, bricolage 8%, produits d'entretien, épicerie représente 6%. Il faut savoir qu'en Belgique, la majorité des sites de e-commerce sont des déclinaisons des principaux supermarchés que sont Colruyt et Delhaize.
Il faut savoir également qu'il y a de nombreux sites de e-commerce qui valorisent le 100% Belgique et qui ont des sites dédiés. Donc, il y a énormément de sites de e-commerce où il n'y a que des produits belges. Profit des consommateurs. Donc, le consommateur belge qui achète des produits agroalimentaires et viticoles sont motivés par des facteurs tels que le prix, la commodité et la variété. Ils manifestent également une attention croissante aux aspects de durabilité dans leur choix. Donc, ça veut dire tout ce qui est bio et éco-responsable. C'est vraiment a vraiment le vent en poupe. Donc, pour les opportunités pour les produits français, la Belgique occupe la première place des e-commerçants français en 2024. Il est juste à noter que l'inflation quand même a transformé les habitudes d'achat avec une montée de gamme jusqu'en 2021. Et depuis l'inflation et la crise du Covid, en fait, la descente en gamme s'est confirmée, bien que les produits locaux et biologiques soient de plus en plus recherchés. Les différents acteurs du marché belge cherchent à se diversifier et se distinguer de leurs concurrents en incluant des produits bio, sans gluten et vegan. Les Pays-Bas, donc là, c'est le pays juste à côté. Donc la particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'hypermarché en raison de leur densité par rapport à la population élevée. Donc ils ont un climat particulièrement favorable au e-commerce, avec la majorité des Hollandais qui ont une connexion Internet performante et sécurisée. En 2024, le marché représente environ 29 milliards d'euros. Il figure parmi les plus grands consommateurs d'e-commerce de l'Union européenne, avec un nombre croissant d'achats en ligne chaque année réalisés sur ordinateur et téléphone. Le marché du e-commerce aux Pays-Bas est dominé par des vendeurs en ligne néerlandais comme Bol, dont on vous a cité tout à l'heure dans le top 5. C'est vraiment un pays particulier parce qu'il privilégie vraiment les acteurs locaux. C'est pour ça qu'Amazon n'est toujours pas dans le top 3, contrairement aux autres pays européens. Donc là, à la suite, on vous a mis, donc pareil, des exemples sur la Belgique, avec à chaque fois un descriptif, et sur les Pays-Bas. Alors, nous allons passer donc aux pays du Sud. Comme on l'a dit précédemment, c'est un marché en pleine croissance. Donc, par rapport à l'Espagne, donc le e-commerce représente 72,4 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable, moins que la France, bien évidemment, mais c'est en croissance. Donc, ce marché espagnol a un fort potentiel sur donc les secteurs de la mode, l'électronique, la maison. L'épicerie aussi en ligne a gagné du terrain avec des grands groupes comme Carrefour, El Corte Inglés ou Mercadona. Il faut savoir aussi que l'Espagne a dépassé la France en termes de part de vente en ligne pour la mode. Donc, ça témoigne quand même un dynamisme de ce secteur-là. En Espagne, on compte 33,6 millions d'internautes. Donc, c'est environ 94% de la population. Et 77% d'entre eux réalisent des achats en ligne. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Par rapport à la particularité du marché, donc les Espagnols sont de plus en plus sensibles à l'environnement, donc à ces questions environnementales, notamment donc sur les biens de consommation. Ils cherchent aussi la durabilité des produits plus respectueux. Et ils sont en recherche de produits innovants offrant un bon rapport qualité-prix. C'est comme pour beaucoup de pays, c'est le cas. Mais c'est encore plus le cas aussi pour l'Espagne et aussi l'Italie qu'on verra tout à l'heure. Donc pour les opportunités françaises, donc déjà, donc l'Espagne est la destination préférée des e-commerçants français après la Belgique, qu'on vient de voir, qui facilite aussi les échanges et la logistique. On a la chance aussi d'avoir une proximité culturelle et linguistique ici en Occitanie, donc c'est un atout également qui permet de créer plus de liens avec donc les professionnels. Le Made in France aussi fait vendre, mais attention à l'utiliser avec modération aussi en fonction des catégories de produits, parce que les Espagnols aussi sont fiers de leur pays, sont fiers de leurs produits. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une différenciation qui
qui soit visible. Donc par rapport à l'alimentaire, c'est vrai qu'ils sont très friands de sucré, donc pâtisserie, mais aussi donc l'image de la France renvoie au vin, au fromage, qui sont très appréciés. Pour les cosmétiques, il faut savoir que c'est un marché en pleine expansion, donc ils sont aussi, très friands de produits, innovants, de qualité. Et en France, on a quand même une image, donc de la cosmétique, française avec les grands groupes, mais les petits, aussi sont bienvenus avec, bien évidemment ces points-là. Et puis la mode, qui est un marché très dynamique dans ce pays, où il y a une, possibilité en tout cas de pouvoir, percer ce marché en proposant des designs, enfin des biens, uniques, de qualité, qui sortent du lot. Donc là, on vous a remis, donc aussi, donc des sites e-commerce, sur l'Espagne et un aussi au Portugal. Donc parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de Français au Portugal, donc ça peut être aussi intéressant d'aller plus loin sur ce marché-là. Donc voilà, et maintenant je vais passer donc à l'Italie. Donc l'Italie aussi, est un marché porteur et qui est en hausse de 13. Donc il y a un essor aussi du commerce, omnicanal, hein, qui passe d'un canal à l'autre, entre les réseaux sociaux, le site e-commerce. Donc ça se développe de plus en plus. On est aussi sur des secteurs, hein, c'est toujours un peu les mêmes qui ressortent, mais sur des secteurs de l'ameublement, de la beauté, de l'alimentation, de l'électronique et aussi de l'habillement, qui sont porteurs aussi, donc dans le e-commerce italien. 57 des consommateurs font désormais des achats en ligne au moins la moitié du temps. Donc ça se développe aussi dans ce pays qui est un peu plus, traditionnaliste, on va dire, mais c'est un pays aussi, qui a un fort, potentiel pour le e-commerce. Il y a de plus en plus aussi de groupes français qui s'installent, en tout cas qui développent, donc des sites e-commerce en Italie. Donc par rapport à la particularité du marché, donc on sait très bien que l'Italie sont sensibles à la qualité, à la provenance des produits. Déjà, ils aiment beaucoup donc la qualité de leurs produits. Donc le made in Italy est très important, aussi chez eux. Donc c'est pas évident non plus d'avoir une place, en tant que Français dans ce pays-là. Mais si les produits sont qualitatifs, s'ils ont vraiment un côté différenciant et qui apportent une valeur ajoutée, il y a tout à fait, enfin les Français ont tout à fait leur place aussi, sur ce marché, dynamique. La sensibilité au prix aussi, c'est un facteur déterminant, dans leur décision d'achat, en tout cas pour le e-commerce. Importance des promotions, des soldes et cetera, ça ressort beaucoup. Et puis, donc c'est un marché, aussi, il faut le dire, hein, très mature et compétitif pour la mode. Donc c'est pas, si évident aussi de se faire une place sur le marché de la mode, mais il y a d'autres alternatives pour les entreprises occitanes. Par rapport aux opportunités, donc françaises, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un marché quand même mature, mais si, vous apportez, une offre innovante qui répond aussi aux nouvelles tendances qu'on a pu aussi dire précédemment, il va y avoir un réel intérêt pour les acheteurs italiens d'acheter et d'aller plus loin, dans la démarche, d'achat. Pour l'alimentaire, donc on va être aussi, beaucoup sur des produits bio, prêts à consommer, 100 végétaux, bons pour la santé. C'est des segments qui ressortent aussi beaucoup, maintenant un peu partout aussi en Europe. Et pour la cosmétique, c'est un marché aussi très important pour les produits cosmétiques français, parce qu'ils sont aussi très friands de produits, donc sensibles aussi, à l'environnement et cetera. Donc voilà, il faut innover, proposer des produits de qualité et puis vous avez aussi, une chance, d'aller plus loin sur ce pays. Donc pareil, on vous a mis des éléments, donc à la fois des sites e-commerce autour de la gastronomie, du vin, la cosmétique. Voilà, donc pour les conseils, pour les pays du Sud, on vous conseille aussi donc du coup d'adapter vos stratégies marketing pour répondre aux attentes culturelles, hein. C'est pareil pour tous les pays. On a tous, même si on fait partie de l'Union européenne ou alors de l'Europe,
pour certains, on n'a pas la même culture, donc il faut aussi, prendre en compte, cette attente, culturelle. Tisser un réseau local, bien évidemment, et proposer donc des produits uniques, innovants et de qualité, hem, surtout, pour, notamment l'Italie, qui recherche des produits qui sont déficitaires, dans leur pays d'origine. Par rapport aux pays nordiques maintenant. Donc c'est un, marché, aussi attractif. Les consommateurs sont très connectés, hein, avec, une forte adoption des technologies, numériques. Plus de 90 de la population effectue des achats en ligne et plus de 70 utilisent, leur téléphone, en fait, pour les transactions, donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Pour les produits phares, on va être sur la mode, l'électronique, les produits de soins. Les pays qui vont se démarquer vont être plutôt le Danemark et la Finlande pour ces produits phares, notamment. Et il faut aussi, noter qu'il y a une part significative des consommateurs nordiques qui achètent à l'étranger, avec 66 des Norvégiens, 60 des Danois, 56 des Suédois, 40 des Finlandais qui, donc effectuent des achats, transfrontaliers. Par rapport à la particularité du marché, donc les consommateurs scandinaves vont privilégier la qualité et la durabilité des produits. Donc, hein, vous voyez, ça revient souvent, ce côté respectueux de l'environnement, mais ils le prennent en compte aussi dans les pays nordiques, encore plus que les autres. Et aussi, donc PostNord, qui est un acteur majeur de la logistique dans la région, donc dans les pays nordiques, prévoit aussi d'installer des consignes automatiques pour faciliter la livraison de colis. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Il y a des démarches aussi locales qui sont en train aussi de se développer pour faire une place plus importante au e-commerce. Pour les opportunités françaises, donc il faut en règle générale, il faut proposer des produits qualitatifs, bien évidemment, pour les consommateurs suédois, finlandais, danois, et qui viendraient aussi en complément de leur gamme standard proposée. Bon, ça nous laisse peut-être un champ plus libre, pour les pays, nordiques, où ils n'ont pas les mêmes produits, notamment je parle plus pour la gastronomie, française. L'alimentaire, donc les produits français sont très réputés, hein, par leur excellence, notamment, hein, on est surtout sur les segments du vin, le fromage, les produits artisanaux. Pour la mode, pardon, il y a aussi une croissance du e-commerce sur ce segment. Donc c'est à creuser pour les marques françaises, bien évidemment. Là, on rentre pas dans les détails, mais il faut pas hésiter aussi, à nous contacter pour qu'on vous donne plus de renseignements, sur les marchés. Puis pour la cosmétique aussi, un intérêt croissant pour, des cosmétiques, plus naturels, écologiques et des produits innovants. Et ce qui est aussi important de signaler, c'est que les Danois sont vraiment les gros consommateurs de produits biologiques par rapport aux autres pays, autour. Alors après le conseil, donc c'est vrai que les pays nordiques, c'est très vaste. On les met, dans le même, sac, hein, pour, pas être péjoratif, mais en fait, ils ont tous des différences culturelles et surtout la Finlande qui a une langue encore différente, des autres. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Vous ne pourrez pas, conquérir, la Finlande en même temps que, par exemple, le Danemark. Donc il faut bien le prendre en considération et aussi prendre en compte les préférences de livraison spécifiques à chaque pays. Ça reste, basique, mais ça aussi, c'est important parce qu'en fonction, des uns et des autres, on n'a pas les mêmes ressentis, les mêmes, habitudes, que les autres pays. Donc là, on vous a remis donc, plusieurs sites, e-commerce, donc pareil, sur les mêmes, activités. Et puis, je vais terminer cette présentation donc sur le panorama avec l'Europe de l'Est. Donc plus particulièrement, au niveau de la Pologne, j'ai aussi mis quelques sites, en Roumanie,
mais c'est surtout la Pologne qui est un marché de plus en plus attractif en raison de sa taille et de sa croissance rapide dans le secteur du e-commerce. On est sur 78% de consommateurs polonais qui font des achats en ligne, ce qui est quand même intéressant pour un pays qui a de plus en plus une augmentation aussi de son PIB là dans les dernières années. Donc les secteurs les plus porteurs donc dans ce pays est la mode, l'électronique, les produits de consommation courante qui offrent une grande opportunité pour nous Français. Ces consommateurs sont de plus en plus à la recherche de produits sains, de qualité et aussi de marques internationales. Ils s'ouvrent de plus en plus aussi à ces marques, notamment dans la cosmétique mais aussi gastronomie, etc. Donc, pour les opportunités françaises, donc les entreprises françaises qui souhaitent conquérir ce marché peuvent se démarquer en proposant des produits de niche, tels que les produits gastronomiques, par exemple tout ce qui est charcuterie française, fromage, mais aussi donc les gâteaux, la pâtisserie. On est sur les mêmes segments, mais c'est quand même, on a une image forte en Pologne aussi sur ces marchés-là. Les cosmétiques de haute qualité qui répondent aussi à une demande croissante vis-à-vis des produits exclusifs. Et puis, bien sûr, établir des partenariats avec des entreprises locales pour faciliter l'entrée au marché. C'est le cas pour tous. Et conseil, donc mettre en avant l'authenticité, le savoir-faire français pour renforcer l'attrait des produits et s'adapter bien sûr aux différences culturelles. Là, j'ai mis en termes de paiement, mais en fait, c'est pour tous les thématiques. Donc voilà une petite liste. On vous enverra bien évidemment. Maintenant, je vais laisser donc la place à nos collègues, donc à Gaëlle Le Chevestrier, pardon. Nous allons voir donc les points clés pour sécuriser l'envoi d'un colis et nous allons commencer par la partie TVA. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, il a semblé moi important de faire un petit focus. Alors déjà très rapide sur les questions, on va dire essentielles à se poser. Alors en matière de facturation, parce que ça a un impact sur votre facturation quand vous faites du commerce en ligne. Donc on rappelle qu'en matière de TVA, en général, on fait les dispositions, elles sont déterminées en fonction de la nature de l'opération qui est réalisée. Et souvent, ce qui revient, c'est la distinction entre une livraison de biens et une prestation de service. Et on rappelle qu'en matière de livraison, le Code général des impôts, il donne une définition précise de ce qui est considéré comme une livraison de biens. Et donc, au sens fiscal, c'est le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. On rappelle aussi que ce qui est important, c'est de savoir définir dans votre relation avec qui vous réalisez votre opération. C'est-à-dire, et la question essentielle, c'est est-ce que votre opération, elle est réalisée à destination d'assujettis ou est-ce qu'elle est réalisée à destination de particuliers ou de personnes non assujetties comme des associations par exemple. Et une règle essentielle en matière de TVA, c'est l'application des règles de territorialité qui vont vous permettre de déterminer si, compte tenu de la localisation de l'opération, celle-ci, vous devez effectivement la soumettre à la TVA française, ou bien si au contraire, elle doit y échapper, parce qu'on considère qu'elle se situe hors du champ territorial de cette taxe. Donc, on rappelle qu'en matière de TVA, il y a des règles qui concernent donc la territorialité, où est-ce que je rattache mon opération imposable, la base imposable et aussi la redevabilité de la taxe, qui ne doit pas être confondue. Parce que c'est pas parce que la TVA, on la rattache à la France, que ça vous permet de savoir qui doit payer cette TVA. Et donc, qui doit payer la TVA, c'est cette notion de redevabilité de la taxe. En termes d'échanges
intracommunautaire ou de vente aussi. On rappelle que au sens fiscal, on fait une distinction entre les échanges qui ont lieu au sein de l'Union européenne et ceux qui se situent en dehors de l'Union européenne. Donc on rappelle les termes qui sont usités. Donc une livraison intracommunautaire lorsque vous faites une vente à destination d'un pays qui est situé dans l'Union européenne, et une exportation si elle se situe en dehors de l'Union européenne. Et en matière de commerce électronique, en fait, il faut savoir qu'au sens fiscal, et c'est assez récent, on opère une distinction, en fait. C'est pour ça que cette notion d'assujetti, elle est indispensable, parce que si vous réalisez des ventes à destination d'assujettis, donc en B2B, on va parler de livraison intracommunautaire pour vos échanges dans l'Union européenne. En revanche, si vous faites une vente à destination d'un particulier, donc en B2C, dans ces cas-là, on considère que vous êtes susceptible de relever d'un régime de territorialité qui est différent, et vous relevez du régime des ventes à distance. Donc on ne parle pas tout à fait de la même chose, et donc les termes ont une importance en termes de facturation et en termes d'analyse de vos opérations. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que en matière de vente à distance, et notamment à l'égard de clients particuliers, ces ventes en ligne, elles peuvent être soumises à des règles particulières. Donc on parle des ventes à distance, et donc là, on parle de règles de territorialité spécifiques, c'est-à-dire est-ce que je rattache l'opération à la France ou est-ce que je le rattache à un autre État membre? Et on a aussi des règles, cette fois-ci de redevabilité, qui sont spécifiques lorsque les livraisons sont facilitées au moyen d'interfaces électroniques. Donc c'est pour ça que chaque notion a son importance. Et donc lorsque vous avez des opérations, les questions essentielles à vous poser, c'est la première question à se poser, c'est qui sont les parties à l'opération? Est-ce que ce sont des assujettis ou des non assujettis avec lesquels je commerce? Est-ce que mes flux de facturation et mes flux physiques de marchandises sont différents? Est-ce qu'il y a passage ou non de la frontière? Ce qui peut aussi avoir un impact, et je pense que mes collègues en reparleront, pour la douane. Et comment est réalisée la vente? Est-ce que c'est réalisé via mon propre site internet ou est-ce que c'est réalisé par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne? Et dans ces cas-là, quelles sont les conditions générales de vente? Et toutes ces questions sont importantes. Je parle par exemple du flux de facturation et du flux physique. Vous êtes une entreprise française, vous vendez vos produits à une société allemande qui a son siège en Allemagne, mais qui a également un entrepôt en France et qui dispose d'un numéro de TVA intracommunautaire en France. Et le flux physique de marchandises, en fait, ne va pas aller en Allemagne. Il ne va faire que d'aller de votre société française à un client qui est situé en France, et il va transiter par l'entrepôt de la société allemande en France. Vous êtes dans un flux franco-français. Et donc, vous n'avez pas de livraison intracommunautaire dans ce cas précis. Donc voilà, c'est des analyses qu'il faut vous poser lorsque vous faites également du commerce en ligne. Donc là, on va prendre un exemple qui est peut-être moins adapté dans ce cas précis. Je vais être assez rapide. Vous êtes en B2B, donc vous, assujetti, vendez à un autre assujetti dans l'Union européenne. Donc on est bien dans une livraison intracommunautaire qui va être exonérée dans le pays de départ, donc en l'occurrence la France, et qui va être taxable dans le pays d'arrivée. Alors, si vous bénéficiez du régime de la franchise en base, en général, cette opération, vous n'avez pas besoin d'une opération spécifique, elle n'est pas soumise à la TVA. Je rappelle simplement que actuellement, il y a des grandes discussions sur les seuils de franchise en base, puisque désormais, il devrait y avoir un seuil unique de franchise en base. Et donc, la question va se poser pour un certain nombre d'opérateurs
qui aujourd'hui étaient en franchise en base en matière de TVA, donc qui ne soumettaient pas leurs opérations à la TVA et qui aujourd'hui vont devoir se poser des questions qui ne se posaient pas auparavant. Donc c'est pour ça qu'on fait un petit rappel à ce titre. Et on rappelle également qu'en matière de livraison intracommunautaire, il y a un certain nombre de conditions strictes pour pouvoir justifier que vous pouvez bénéficier de cette exonération en France. Donc, il faut que votre livraison elle soit effectuée à titre onéreux. Il faut que vous soyez un vendeur assujetti qui agit en tant que tel. Il faut que ce bien soit expédié ou transporté hors de France par le vendeur, l'acquéreur ou pour son compte, vers un autre État membre de l'Union européenne. Il faut que l'acquéreur soit assujetti, il faut qu'il soit identifié à la TVA dans un autre État membre et qu'il ait communiqué son numéro de départ. Et il faut également qu'il souscrive un état récapitulatif en matière de TVA. Cette preuve du transport, alors aujourd'hui, elle est facilitée parce qu'il y a une présomption de preuve du transport. Néanmoins, à certaines occasions, vous pouvez être amené à justifier du transport et ce moyen, il se fait par tout moyen. Alors, je vous ai indiqué, c'est une liste non exhaustive avec certains justificatifs qui peuvent être fournis et qui sont appréciés au cas par cas. Là où j'attire votre attention, en revanche, c'est sur le fait que vous devez vous assurer, vous, en tant que vendeur, de la validité du numéro d'identification à la TVA qui est communiqué par votre acquéreur professionnel. Et ça, c'est impératif, c'est important et vous devez en conserver une trace. Donc, on vous a fourni un lien pour aller sur une base de données qui vous permet de vérifier le numéro d'identification à la TVA qui est communiqué par votre acquéreur. Donc, je vous invite pour chaque opération à faire cette vérification et à conserver une copie écran de cette vérification. C'est un justificatif qui permet de justifier que vous vous êtes assuré que le numéro qui vous était communiqué était correct. Donc, sans être très exhaustif, toujours en matière de vente en B2B, mais en dehors de l'Union européenne, j'ai juste rappelé que l'exportateur, il y a une notion au sens fiscal. Alors, je l'ai rappelé parce qu'il me semble qu'elle peut ne pas être tout à fait la même au sens douanier. Donc, c'est pour ça qu'on a rappelé celle qu'on a dans le Code général des impôts. Et de la même manière, cette exonération qui vous est accordée lorsque vous réalisez une exportation, elle est subordonnée à la justification de la réalité de l'exportation. Et pour cela, vous devez apporter des éléments de preuve, donc soit la certification électronique qui est validée par la déclaration en douane, soit des éléments de preuve alternatifs et qui vous sont fournis dans un article spécifique du Code général des impôts et auquel je vous invite de consulter. Ensuite, j'ai juste indiqué un exemple, un cas particulier, parce que c'est un cas qui peut arriver assez fréquemment. Vous vendez votre bien à un client dans un autre État membre, mais vous l'expédiez pour son compte dans un État tiers sans que ça transite par l'État membre du client communautaire. Dans ces cas-là, il est rappelé que cette livraison, elle peut être exonérée de TVA, mais encore faut-il que l'entreprise française soit bien mentionnée en qualité d'exportateur. Et ensuite, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport au sujet commerce en ligne et e-commerce, qui en général présuppose que votre client est un client particulier. Dans ce cas, effectivement, lorsque vous faites une livraison de biens par un professionnel, donc assujetti à un non assujetti, j'ai pris l'exemple d'un particulier, on parle de vente à distance. Et en matière de vente à distance au sens fiscal, on distingue deux opérations. Donc les ventes à distance dites intracommunautaires et les ventes à distance de biens importés. Alors je pense que dans notre cas précis, on est plutôt sur des ventes à distance. C'est-à-dire que vous avez essentiellement l'État membre de départ des biens
qui va être différent de l'État membre d'arrivée. Donc, on est bien dans un cas de vente à distance au sein de l'Union européenne. Pour les ventes à distance de biens importés, là encore une subtilité. Alors déjà, le point essentiel, c'est que le point de départ des biens, il n'est pas dans l'Union européenne. Donc, dès lors que le point de départ des biens, il n'est pas dans l'Union européenne, vous êtes dans une vente à distance de biens importés, vous n'êtes pas dans une vente à distance, comme son nom l'indique, intracommunautaire. Et lorsque vous êtes dans une vente à distance de biens importés, soit vous faites des ventes à distance de biens importés directes, donc l'État membre d'importation est équivalent à l'État membre de destination, soit vous êtes sur des ventes à distance de biens importés indirectes, et dans ces cas-là, l'État membre d'importation et l'État membre de destination sont différents. Ça peut être le cas notamment lorsque ça transite, par exemple, par un entrepôt qui est situé, qui est dans un autre État. Je prends un exemple, vous êtes une société, vous faites en commerce en ligne, vous vendez des meubles ou des objets de décoration qui vont provenir par exemple d'Indonésie. Soit ils vont provenir d'Indonésie et la vente va intervenir directement de l'Indonésie jusqu'à votre client dans son état d'arrivée, soit ça va transiter par exemple par un entrepôt qui sera situé dans un autre État membre. Donc dans ces cas-là, vous serez dans une vente à distance de biens importés mais indirecte. Et là, j'attire votre attention sur un élément très important lorsqu'on fait du commerce en ligne, qui est que depuis 2021, un seuil unique de chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des États membres. Auparavant, chaque État membre fixait un seuil qui lui était propre. Aujourd'hui, la situation a été simplifiée. Le seuil, il est de 10 000 € pour tous les États membres, pour tous les États membres. Pourquoi j'attire votre attention sur cet élément-là? C'est qu'il ne faut pas le confondre avec le seuil de la franchise en base. Puisqu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui considèrent que parce qu'elles bénéficient de la franchise en base, quand bien même elles feraient de la vente en ligne à destination de clients espagnols, italiens, allemands, la franchise en base s'applique. Non. Parce que si vous réalisez un chiffre d'affaires global avec les autres États membres de l'Union européenne qui est supérieur à 10 000 €, dans ces cas-là, les règles changent. C'est-à-dire que normalement, le principe, donc la règle de territorialité, donc le lieu de taxation de l'opération, c'est on taxe au lieu de départ des marchandises. Donc normalement, vous vendez en ligne, lieu de départ de marchandises, c'est la France, j'applique les règles françaises. Sauf que si votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé avec d'autres États membres de l'Union européenne a dépassé 10 000 € au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, cette règle de territorialité change et elle est réputée se trouver dans l'état du preneur. Donc, par exemple, je prends un exemple, vous êtes situé en France, vous vendez, vous avez des relations avec l'Italie et vous avez des clients particuliers en Italie. Votre seuil de chiffre d'affaires au cours de cette année dépasse 10 000 €. Dans ces cas-là, la vente à distance, elle est imposable en Italie. Donc, c'est les règles territoriales italiennes qui s'appliquent. Et quand bien même en France, vous bénéficiez du régime de la franchise en base, en Italie, les Italiens, eux, entre guillemets, ils s'en fichent, hein, pour parler clairement, que vous ne soyez pas imposable de la TVA en France. Eux, ce qu'ils voient, c'est que la règle fait que l'opération est imposable en Italie et qu'il va falloir que vous l'imposiez selon les règles fiscales italiennes. Et le redevable de la TVA, c'est vous en tant que vendeur. Donc, j'ai fait un petit tableau synthétique qui vous permet de comprendre lorsque vous réalisez des ventes en ligne à partir de la France, si la taxation se fait en France ou si elle se fait dans l'État membre d'arrivée et si vous devez appliquer la TVA française ou si vous devez appliquer la TVA de l'État membre d'arrivée.
sachant qu'aujourd'hui ont été mis en place un guichet unique qui vous permet pour l'ensemble de vos opérations de payer à partir de ce guichet. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez plusieurs clients situés dans différents États membres de l'Union européenne, si vous avez un chiffre d'affaires, comme on a dit, c'est un chiffre d'affaires qui s'apprécie de manière globale. Vous avez réalisé un chiffre global supérieur à 10 000 €. Si vous avez des clients en Espagne, en Allemagne, en Grèce, en Italie, vous allez devoir normalement vous identifier dans chacun de ces pays membres pour payer la TVA dans chacun de ces États. Le fait d'opter pour le guichet unique vous permet de simplifier vos opérations et de ne pas vous immatriculer dans chacun des pays. Alors, sur les ventes à distance de biens, importés, je vais être un petit peu plus rapide. La seule chose dont il faut que vous ayez conscience, c'est que pour les ventes dont la valeur intrinsèque excède pas 150 €, là aussi, un guichet unique a été créé. Alors, à la différence du premier, on l'a appelé IOS, on a rajouté le I pour cette notion d'importation, et qui vous permet justement d'accomplir vos obligations déclaratives auprès d'un seul guichet pour l'ensemble de vos envois dans l'Union européenne. En revanche, là où ça semble important de vous apporter des précisions, c'est par rapport aux ventes qui sont réalisées via des plateformes en ligne. Alors, pourquoi? Parce que selon les cas, a été créée une règle, en fait, c'est pour responsabiliser un petit peu les plateformes par rapport à la TVA collectée, à une déperdition de TVA collectée sur certaines opérations. On a créé un régime qui considère que les plateformes deviennent le fournisseur présumé. Et dans certaines circonstances, il est considéré comme ayant acquis personnellement et avoir livré personnellement les biens. Et donc, c'est lui qui devient redevable de la TVA. Donc, en matière de vente en ligne, je pense que pour être assez simple, on va pas prendre le cas où les plateformes sont redevables, on va prendre un cas assez simple, on va prendre l'inverse. C'est-à-dire, vous avez un envoi dont la valeur intrinsèque est supérieure à 150 €. Dans ce cas-là, la plateforme ne sera jamais considérée comme étant redevable de la TVA, elle ne sera pas considérée comme fournisseur présumé. Donc déjà, si vos envois sont supérieurs à 150 €, vous savez que vous n'êtes pas dans ce cas où la plateforme est supposée être le redevable de la TVA. Si vous avez des ventes intra-Union européenne, ou si votre fournisseur est établi dans l'Union européenne, en général, la plateforme n'est pas considérée comme une plateforme facilitatrice non plus. Donc voilà, je pense que déjà, c'est vraiment des cas spécifiques dans lesquels les plateformes sont considérées comme redevables de la TVA. Et ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est dans quel cas on considère qu'une plateforme est considérée comme facilitatrice au sens fiscal. Il faut qu'il y ait une mise en relation, l'interface entre le client et le vendeur. Il faut qu'elle débouche sur une livraison de biens. Donc, par exemple, vous vendez avec votre propre site internet. Il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de plateforme qui a facilité la vente. Ça, c'est assez simple. Vous avez une plateforme qui s'occupe simplement de faire la promotion ou la publicité de vos produits. On ne considère pas que la plateforme est facilitatrice dans cette opération de vente de commerce en ligne. De même, si la plateforme ne fixe pas les conditions générales de vente, si elle n'est pas impliquée dans le paiement, si elle n'est pas impliquée dans la commande ou dans la livraison, on ne considère pas que la plateforme est facilitatrice, et dans ces cas-là, elle n'est pas considérée comme le fournisseur présumé. Dans ces cas-là, cette règle de redevabilité ne s'applique pas à la plateforme. Voilà, il faut vraiment retenir, je pense, ces éléments-là, qui sont les 3 éléments les plus importants. Regardez
les conditions générales de vente, l'implication dans le paiement et l'implication dans les modes de transport. Ah, non. Alors, j'ai un petit tableau synthétique sur les analyses de TVA lorsque vous avez des opérations. Alors, c'est des slides pour vous faciliter en fait la compréhension. Sur les ventes à distance, voilà, donc on a un tableau qui va peut-être être assez synthétique. Sur les ventes à distance de pays, de biens importés avec des plateformes, on voit que les choses peuvent se compliquer un petit peu, qu'il y a un ensemble de questions à se poser. Alors, l'idée, c'est pas de vous affoler, mais l'idée, c'est de vous dire que si vous avez des questions, si vous avez un doute sur une de vos opérations, vous avez des services qui sont à vos dispositions. Donc là, j'ai mis le lien vers une boîte fonctionnelle du service de l'Hérault. Sachez qu'il y a également un service pour l'Occitanie qui est localisé à Toulouse, qui est un service qui est également localisé dans le Gard. Et que pour l'ensemble des opérateurs, vous avez un service d'accompagnement qui est localisé dans chaque région et dans certains départements, et que vous retrouvez le lien vers cette boîte aux lettres fonctionnelle dédiée sur le site impôts.gouv. L'idée, c'est vraiment si vous avez un doute sur une opération, que vous avez une question parce que vous n'êtes pas certain des mentions que vous devez porter sur vos facturations, parce que vous n'êtes pas certain au regard de votre opération si vous réalisez une vente à distance de biens importés, une vente à distance, ou toute autre question, le taux de TVA applicable, la base taxable, je vous invite à poser la question à la cellule accompagnement pour vous accompagner et pour vous aider dans vos démarches de facturation et d'analyse de la TVA. Merci beaucoup Gaëlle. On vous rajoutera aussi les mails de vos collègues, enfin des collègues de Gaëlle, peut-être sur les autres départements, Oui. en complément aussi. On va passer la parole donc à l'équipe des douanes, donc de Séverine Bouet et Valentin Pinto. On vous laisse la parole. Oui, alors je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, vu ce qui reste comme temps. Non, Donc, mais on a un quart d'heure. un quart d'heure. Bon, de toute façon, voilà, l'important c'est que les opérateurs n'hésitent pas non plus à revenir vers nous à l'issue du webinaire, voilà, s'ils ont vraiment des questions particulières sur un marché. Donc, au niveau de la douane, donc nous on a fait un focus sur du coup les envois, hein, donc tout ce qu'on considère comme exportation en dehors de la zone UE. Donc, sauf une particularité pour les produits alcooliques que mon collègue présentera juste après moi. Mais voilà, donc on a pris l'exemple d'envois qui sont réalisés vers le Royaume-Uni. Avec voilà, donc un niveau de préparation qu'il est important que les opérateurs, donc voilà, les auto-entrepreneurs, les sociétés, quel que soit le type nous d'opérateurs qui va effectivement vendre ses produits vers le Royaume-Uni, il y a quelques questions à se poser au niveau des expéditions, et notamment voilà dans un flux d'exportation. Donc la première chose à avoir, c'est d'obtenir un numéro EORI. Donc ça c'est votre numéro, votre SIRET communautaire, hein, que vous demandez auprès de la douane, hein, donc directement en ligne sur douane.gouv.fr. Donc la démarche est totalement gratuite, hein, vous l'obtenez dans la journée. Donc il y a une particularité, mais bon, je ne l'évoque pas aujourd'hui, c'est qu'on va évoluer de l'EORI SIRET vers un EORI SIREN dans quelques mois. Donc bon, les opérateurs seront prévenus au moment du basculement sur le nouveau logiciel de dédouanement qui va reconnaître non plus les EORI SIRET mais les EORI SIREN. Voilà. Ensuite, il faudra vous poser la question de savoir qui va remplir la déclaration en douane, comme l'a dit donc notre collègue des impôts. Dès lors qu'on sort du territoire de l'Union européenne, il y a des formalités en douane à accomplir, et donc il faut établir ce document, la déclaration en douane. Donc en général, ce ne sont pas les opérateurs qui peuvent faire eux-mêmes cette déclaration en douane, sauf s'ils utilisent la poste, mais sinon, s'ils passent par des prestataires logistiques type UPS, FedEx ou d'autres transporteurs,
c'est en général ces prestataires privés qui établissent la déclaration en douane pour leur compte. Donc c'est là où on leur demande leur numéro EORI pour établir ce document. Ensuite, vous pouvez, donc comme on est sur un flux export, donc il n'y a pas de droit de douane ni de TVA qui s'applique donc sur les ventes à l'export. Le produit va être taxé dans le pays d'arrivée, donc au niveau du Royaume-Uni à l'importation. Donc là, vous pouvez quand même avoir une idée des droits et taxes qui peuvent s'appliquer à l'importation. Donc il y a un site exprès de la Commission européenne qui vous permet de faire ces simulations-là. Ensuite, il faut vous assurer que les produits que vous expédiez, que vous exportez donc vers le Royaume-Uni ne sont pas soumis à une réglementation particulière, puisque vous avez des produits qui vont être soumis à des normes ou qui vont utiliser effectivement donc il y a des certificats spécifiques à obtenir, notamment pour les produits agroalimentaires. Donc voilà, il y a suivant le type de produit, vous pouvez être soumis à une réglementation particulière et donc vous devez en plus fournir certains certificats pour pouvoir exporter ces produits-là. Il faudra aussi décider qui va s'occuper du transport de ces produits. Donc ça, c'est en lien justement avec souvent le transport. Enfin voilà, si c'est à votre charge ou si c'est à la charge du client. Donc là, c'est la notion d'incoterm qu'on verra rapidement juste après. Et ensuite, vous essayez de fiabiliser votre dédouanement, puisque en général, pour pouvoir exporter un produit, il faut à minima connaître ce qu'on appelle le code douanier. Donc chaque produit a un code douanier, donc c'est le SH code. Bon, il y a différentes terminologies pour ce code douanier. Donc ça, vous pouvez pas exporter non plus un produit vers un pays tiers sans connaître le code douanier. Il y a aussi la notion d'origine qui est prise en compte et la notion de valeur par rapport justement à l'incoterm. Donc vous avez quelques questions là qu'on vous a mis sur la gauche, à savoir qui s'occupe du transport, qui va payer ce transport, qui est responsable en cas de dégâts sur les marchandises, qui va s'occuper de payer les droits et taxes à destination et qui souscrit une assurance, puisqu'en général, pour expédier un produit, on vous demande de payer des frais de transport et d'assurance. Voilà, donc ça, c'est des questions qu'il faut anticiper et qu'il faut préparer en amont avant de conclure des ventes vers des pays tiers à l'Union européenne, quel que soit le statut du client à destination, que ce soit un particulier ou un professionnel dans le pays à destination. Donc rapidement, donc sur la deuxième slide, on a abordé nous rapidement, comme on était sur un sujet de e-commerce, donc on a repris un peu les ventes en B2B vers le Royaume-Uni. Donc là, ce qui va être important de déterminer, c'est ce fameux incoterm, savoir les conditions de transport pour acheminer les marchandises depuis votre région jusqu'à chez votre client. Donc en fait, si vous utilisez un incoterm type, alors il y en a plusieurs, là on a synthétisé les principaux qui sont utilisés sur les ventes à l'export. Donc un incoterm, c'est trois lettres et un nom de commune derrière. Donc, par exemple, un Ex-Work Montpellier ou un FCA Roissy, par exemple, DAP, CDAP, vous allez être avec un nom de ville dans le pays à destination. Donc, c'est un acronyme qui représente en fait les conditions, les négociations commerciales que vous avez passées avec le client, savoir jusqu'où vous voulez vous engager dans les formalités, dans les frais d'acheminement pour ces marchandises. Donc en fait, vous n'aurez pas besoin, donc pour l'incoterm par exemple FCA ou DAP, donc pour des ventes à des professionnels sur un pays tiers, vous allez facturer en hors taxe le client et lui effectivement est redevable de la TVA britannique avec son numéro de TVA qu'il a obtenu auprès des autorités britanniques. Donc vous pouvez vérifier également, comme pour l'Europe, la validité du numéro de TVA anglais que peut vous communiquer ce client. Donc on vous a mis le lien pour les autorités fiscales britanniques. Vous pouvez vérifier le numéro de TVA si c'est un bon numéro, s'il est correct. Et ensuite, vous allez fournir effectivement une facture hors taxe pour faire établir cette déclaration en douane d'exportation par le prestataire que vous aurez mandaté ou qu'aura mandaté votre client
voilà, suivant l'Incoterm effectivement sur lequel vous vous êtes entendu. En général, les formalités de dédouanement import et le paiement des droits et taxes sont à la charge de l'acheteur au Royaume-Uni. Donc vous vendez hors taxe et ensuite effectivement c'est le client professionnel qui lui va être va acquitter les droits et taxes à destination. Donc droits et taxes, nous c'est droits de douane et taxes, donc TVA et éventuellement autres taxes. Mais voilà, quand on parle de droits et taxes, ce n'est pas les frais de douane. Hein, je précise parce que souvent on a des questions là-dessus. J'ai payé tant de frais de douane, donc en général c'est les prestataires, voilà, comme UPS ou FedEx, etc., qui vous calculent un montant de frais, mais qui n'inclut pas que les droits de douane ou la TVA éventuellement. Voilà, il y a d'autres frais de transport, etc., mais ils ont tendance à indiquer frais de douane. Voilà, ça englobe autre chose, donc il faut vous faire préciser en général le montant qui vous facture pour être sûr de ce que vous avez à payer. Par contre, si vous utilisez l'Incoterm DDP, donc l'Incoterm DDP, c'est vraiment tout frais rendu jusqu'à destination, donc jusqu'à la livraison chez votre client pays tiers. Donc là, dans ce cas-là, si vous utilisez cet Incoterm-là, on a eu le cas la dernière fois avec le Canada également, il faut absolument, dans ce cas-là, c'est la société française qui va être redevable de la TVA britannique. Donc il faudra que cette société française demande un numéro de TVA britannique et également un numéro EORI GB. Donc vous facturerez directement le client britannique avec la TVA britannique et vous serez responsable effectivement de toutes les formalités côté Royaume-Uni. Donc nous on déconseille un petit peu cet Incoterm DDP qui pour le vendeur français qui l'oblige effectivement à faire un certain nombre de démarches au préalable, mais parfois vous avez des clients qui vous imposent aussi l'Incoterm. Donc là il faut bien comprendre ce que c'est que l'Incoterm et ce qui se cache derrière l'Incoterm. Donc, s'agissant des ventes en B2C, donc là, il y a une particularité qui est propre au Royaume-Uni, hein, j'insiste sur le Royaume-Uni, pour des ventes à des particuliers en Suisse ou en Norvège, vous n'aurez pas forcément la même configuration au niveau de la taxation, mais pour le Royaume-Uni, en fait, quand le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne en 2021 et qui a mis en place le Brexit, en fait que vous vendiez directement par votre propre site ou par une marketplace, en général, on va identifier la valeur du colis. Donc si la valeur est inférieure à 135 livres, vous, en tant que commerçant, que vendeur français, si vous vendez effectivement cette marchandise à un particulier au Royaume-Uni, vous allez devoir effectivement un petit peu comme l'a précisé la collègue des impôts tout à l'heure avec des ventes en Europe, vous allez devoir en fait, être enregistré au niveau fiscal côté Royaume-Uni, avoir également cette EORI GB et facturer effectivement la TVA britannique directement sur donc TTC TVA britannique. Donc ça c'est obligatoire pour les colis inférieurs à 135 livres que vous expédiez à des particuliers et quel que soit, que vous vendiez via Amazon ou via directement sur votre boutique en ligne, c'est un petit peu la différence. Et ensuite, pour les mêmes colis, mais supérieurs à 135 livres, là, on revient sur le même système que pour les professionnels, en fait, avec cet Incoterm, suivant l'Incoterm que vous allez utiliser, vous serez aussi obligé, si vous choisissez le DDP, d'être enregistré aussi avec votre numéro de TVA et de facturer également le particulier britannique avec ce numéro de TVA et le montant de la TVA britannique sur vos factures françaises. Voilà, donc ça c'est. Mais il y a toujours un risque en fait avec cet Incoterm DDP aussi, parce qu'effectivement, dès lors qu'on sort du territoire de l'Union européenne, et c'est pour ça que c'est toutes ces questions qu'il faut aussi se poser dans les conditions générales de vente, parce que vous avez parfois des clients qui refusent le colis. Parce qu'effectivement, ils n'avaient pas connaissance qu'ils allaient devoir régler des droits et taxes à destination. Si on est dans le cadre, on n'est pas dans le cadre du DDP, par exemple. Donc eux, si vous l'avez pas mentionné au départ sur vos conditions générales de vente, ils vont refuser le colis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le colis revient chez vous, revient en France, et donc vous êtes à nouveau retaxé sur ce colis-là.
puisqu'effectivement, on considère que nous, c'est une importation du Royaume-Uni. Donc ça, effectivement, tous ces cas-là, c'est gérable en douane, mais effectivement, il faut aussi, au préalable, vous prémunir d'éventuels retours clients où la taille ne leur, par exemple, si on est dans la mode, ils ont commandé un vêtement, la taille ne leur convient pas, ils vous le renvoient. Et ben forcément, si vous n'êtes pas informé, le livreur, le prestataire logistique va vous redéclarer une importation et va à nouveau vous retaxer. Voilà, donc ça c'est des cas qu'on a eu à gérer. Donc là, et pareil, donc sur les colis supérieurs à 135 livres, il y a 2 cas possibles en fonction de l'Incoterm. Donc soit vous vendez en hors taxe et c'est le client particulier qui va régler les droits et taxes à l'importation, soit vous vendez avec l'Incoterm DDP et donc là vous êtes obligé effectivement de le facturer avec le numéro de TVA, votre numéro de TVA à vous anglais et avec la TVA anglaise. Donc c'est vrai qu'il faut aussi vous assurer quand vous êtes en DDP, parce qu'on a eu ce cas-là aussi, de bien préciser sur les factures que la TVA britannique du coup a été mentionnée, pour que quand le livreur DHL, UPS, FedEx, etc. livre le colis à votre client, qu'il ne réclame pas à nouveau une somme au titre des droits et taxes sur le colis qui est déjà sur la prestation qu'ils ont déjà la facture qu'ils ont déjà payée. Donc souvent il peut arriver qu'il y ait une double taxation à la TVA, puisque vous avez votre numéro de TVA, vous avez déjà facturé le client avec la TVA britannique, mais le prestataire logistique n'a pas fait attention ou a omis de regarder un petit peu la facture et il peut réclamer à nouveau cette TVA au client lors de la livraison. Donc on a eu ces cas-là aussi à gérer. Donc il n'y a pas de double taxation. C'est à vous de voir effectivement comment vous pouvez facturer la TVA. Donc c'est juste faire un petit focus rapide sur la vente de boissons alcooliques, puisque du coup même au sein de l'Union européenne, il y a des règles spécifiques liées à l'ACCIS, du coup à cette taxe spécifique sur les boissons alcooliques. Donc Adeline sur le chat a mis les contacts des différents PAE, donc comme nous, cellules conseil aux entreprises, par département du coup au sein de l'Occitanie. Donc pour quelqu'un qui veut vendre en fait des boissons alcooliques au sein de l'Union européenne, il faut bien se poser déjà la question de à qui on vend. La première question à se poser, c'est celle-là, c'est de savoir si on vend à quelqu'un qui a déjà le statut comme nous d'entrepositaire agréé, donc c'est-à-dire qu'il peut recevoir des marchandises en droit suspendu également, donc ACCIS non comprise. Et dans ce cadre-là, vous faites un DAE puis l'état récapitulatif de TVA, qui est du coup la déclaration fiscale. En précisant bien sûr le numéro de TVA intracommunautaire de votre client. Concernant les ventes à des professionnels qui n'ont pas le statut d'entrepositaire agréé, donc tous ceux qui ne sont pas importateurs entre guillemets, ça peut être des cavistes, des restaurateurs, etc. Vous avez un nouveau système qui existe, qui s'appelle le DAES, le document administratif électronique simplifié, et qui permet en fait de faire des ventes en droit acquitté. Donc vous payez l'ACCIS et une fois que votre client à destination paye les ACCIS locales, vous avez la possibilité de vous faire rembourser des ACCIS françaises par les douanes. Donc ça, si vous voulez mettre en place, il faut avoir des statuts particuliers. Donc on vous conseille de vous rapprocher de vos pôles d'action économique au sein de chaque direction régionale des douanes. Et par contre, pour la vente à des particuliers, donc ce qui intéresse peut-être plus précisément le webinaire, puisqu'on va faire dans le cas du e-commerce, on est souvent dans ce cas-là, il faut savoir qu'en fait, les règles fiscales sont pas encore uniformisées au niveau de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que je peux vous dire ce qu'il faut faire pour faire la vente. Du côté français, il faut une facture et acquitter les ACCIS. Par contre, à destination, les règles sont pas uniformes au sein de l'Union européenne. Donc j'y reviens un peu après. Et concernant l'export, donc à partir du moment où on va sortir de l'Union européenne, là vous devrez faire nécessairement un DAE et une déclaration en douane d'exportation. Donc ce que vient de vous expliquer Madame Bouy, en sachant que du coup l'export concerne également le Royaume-Uni, la Suisse également et la Norvège au sein du territoire européen. Concernant donc ça c'est le statut dont je vous parlais tout à l'heure par rapport aux ventes de produits acquittés entre professionnels au sein de l'Union européenne, des professionnels qui n'ont pas le statut d'entrepositaire agréé, donc les cavistes, les restaurateurs, etc. Il vous faudra des statuts particuliers qui sont l'expéditeur certifié pour celui qui envoie et le destinataire certifié. Donc ça a un mouvement en droit acquitté, donc ACCIS comprise, avec un éventuel remboursement des ACCIS françaises une fois que le destinataire a bien reçu la marchandise et bien payé les ACCIS à destination.
Et le dernier petit focus donc sur la vente à distance et sur ces règles qui sont pas uniformisées au niveau de l'Union européenne. Donc c'est des ventes d'un professionnel à un particulier qui est situé dans un autre État membre. Donc il faudra bien une facture couvrant le mouvement jusqu'à la frontière française, un mouvement en droit acquitté, c'est-à-dire que vous allez payer l'accise sur votre DRM. Et ensuite, il va falloir se référer à la réglementation en vigueur dans le pays de destination. Donc, par exemple, en Belgique, vous aurez besoin nécessairement d'un représentant fiscal qui va en fait permettre le paiement des accises belges. C'est-à-dire que les accises, même si c'est quelque chose qui existe qui est décidé au niveau communautaire, le principe même de l'accise, les taux vont être différents en fonction des États membres. Par exemple, en Belgique, ils vont beaucoup taxer le vin et moins taxer la bière. Et nous, à l'inverse, en France, on va plus taxer la bière et moins taxer le vin. C'est aussi pour protéger les productions locales. Et il faut savoir, par exemple, qu'en Pologne, il est impossible de vendre à distance. Donc, c'est aussi un cas qu'on a rencontré. Et du coup, en fonction, le particulier paiera 2 fois les accises. Eh ben, peut-être que oui. Mais le problème, c'est que pour le moment, les règles ne sont pas encore uniformisées et que du coup, il n'y a pas la possibilité d'un paiement unique de l'accise. Voilà par rapport à tout ce qui est vente à distance pour les boissons alcooliques, donc soumises à accise, en sachant qu'après du coup vous pourrez du coup nous poser toutes les questions que vous souhaitez du coup aux liens qui vous ont été communiqués par Adeline dans le chat. Pour vérifier je réponds juste à une ou deux questions là qui sont sur le chat. Pour vérifier les taux d'accise au sein des pays de l'Union européenne, il y a un site de la Commission européenne qui existe. On pourra vous donner également le lien. Et voilà. Je crois que c'est tout. Très bien, donc merci beaucoup. Donc on a terminé ce webinaire. Nous remercions donc tous les participants. Nous espérons que ça a répondu aussi à vos questionnements sur le développement du e-commerce. Donc si vous avez des questions sur les marchés, la TVA, les douanes, n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire. On répondra à vos questions. Et puis à bientôt pour d'autres webinaires. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.